Bonjour, cette vidéo est une introduction au langage C++ sous l'angle de la représentation en mémoire des objets. Elle s'adresse à un public ayant déjà certaines connaissances de base en langage C. En particulier, vous devez bien comprendre ce qu'est un pointeur en langage C et vous devez savoir comment utiliser les pointeurs. Et puis, pour suivre cette vidéo et en tirer profit, vous devez également maîtriser quelques notions de programmation objet. Vous devez savoir ce qu'est une classe et ce qu'est une instance de classe notamment. Alors, nous allons commencer par un exemple introductif, celui d'une classe date, qui est particulièrement simple parce que d'une certaine manière elle est monolithique, c'est-à-dire que les représentations en mémoire des instances de cette classe date sont constituées d'un seul bloc mémoire. Voici un premier exemple introductif. Dans cette classe date, il y a trois variables d'instance, jour, mois et année, de type int. On va donc pouvoir placer des entiers dans ces variables. Il y a la déclaration d'un constructeur à trois paramètres qui va nous permettre de créer des instances de date. Et puis il y a la déclaration de deux méthodes, une méthode compare qui nous servira à comparer chronologiquement deux dates et une méthode d'affichage. On voit ici apparaître le mot private qui indique que ce qui se situe en dessous, c'est-à-dire en l'occurrence les variables d'instance jour, mois et année de la classe date, ne sont visibles et utilisables que depuis les méthodes de cette classe. Le mot public ici indique que ce qui est en dessous, c'est-à-dire le constructeur, et puis les deux méthodes compare et print de notre classe date, seront visibles et utilisables depuis n'importe quelle méthode du programme, y compris celle située dans d'autres classes. Alors, ces déclarations ne suffisent pas à produire du code exécutable, il nous faut une définition du constructeur. La voici, elle va simplement placer les valeurs de chacun des trois paramètres dans chacune des trois variables d'instance de la date en cours de création. Et puis, je donne ici une définition de la méthode d'affichage qui envoie les valeurs des variables d'instance jour, mois et année dans un flux qui s'appelle cout et qui représente le flux de sortie. Ces informations sont envoyées et affichées sur la console. À présent, nous avons tout ce qu'il nous faut pour créer une instance de date. Et dans ce premier exemple, je vais vous montrer comment créer une instance de date dans une zone mémoire qui s'appelle le tas. Pour ce faire, j'ai besoin dans un premier temps de créer une variable D1 de type pointeur sur date dans la pile. Et cette variable n'est pas initialisée. C'est pourquoi j'ai mis ici un point d'interrogation. Ensuite, j'initialise cette variable par un appel au constructeur de la classe date à l'aide de l'instruction new qui a pour effet de créer une instance de la classe située dans le tas. New retourne l'adresse de l'instance créée qui est donc dans ce cas placée dans la variable D1. C'est pourquoi sur le schéma, j'indique que D1 pointe une instance de date située dans le tas. Alors maintenant, je vais afficher le contenu de cette instance en appelant la méthode print. Et comme D1 ne contient pas une instance de date, mais l'adresse d'une instance de date, un pointeur sur date, eh bien je dois utiliser ici la flèche pour appeler cette méthode print avec D1. Et l'effet de cet appel sera l'affichage à l'écran, donc de la valeur de la date. Si je laisse mon programme tel quel, il va y avoir ce qu'on appelle une fuite mémoire. Parce que j'ai une instance de date qui est dans le tas
Et cette instance doit être détruite avec un appel explicite au destructeur de la classe date pour que la mémoire occupée par cette instance soit recyclée correctement lorsqu'on n'a plus besoin de cette fameuse instance. Donc à un moment ou à un autre, quand on a créé une date avec new, créé une instance de date avec new, eh bien il faut détruire cette instance avec delete, pas nécessairement dans la même méthode, mais dans cet exemple simplifié, je le fais dans la même méthode. Après exécution de delete, donc la mémoire qui était occupée dans le tas par notre instance de date est recyclée. Et puis, à la fin de l'exécution de test, la mémoire qui était occupée par la variable de méthode D1 est automatiquement libérée comme toute variable située dans la pile. Voici maintenant un exemple qui montre comment on peut créer une instance de date directement dans la pile. Cette fois-ci, je déclare une variable D2 de type date que j'initialise avec le constructeur de date, mais sans l'instruction new. Et l'effet de cette ligne de code va être la création dans la pile d'une instance de date. Il ne se passe plus rien dans le tas. Et comme D2 n'est pas de type pointeur sur pile comme notre variable, sur date comme notre variable D1 de tout à l'heure, mais est de type date, eh bien cette fois-ci c'est la notation point qui permet d'appeler la méthode print avec évidemment le même effet. Comme D2 est sur la pile, elle sera détruite de manière automatique. Il ne faut pas faire d'appel explicite à l'instruction delete comme dans l'exemple précédent. Mais dans les deux cas, il y a bien un destructeur qui a été appelé. Et comme nous n'avions pas mis de destructeur dans notre classe date, eh bien c'est un destructeur implicite, parfois appelé destructeur par défaut, qui est automatiquement appelé. Et ce destructeur par défaut fait parfaitement le job dans le cas d'une classe relativement simple, telle que la classe date, mais parfois, il est nécessaire de coder un destructeur explicite. Donc, pour résumer, notre classe date comporte un destructeur implicite. Ce destructeur implicite doit être appelé avec delete pour détruire toute instance située dans le tas. Mais il est appelé automatiquement pour toute instance située dans la pile. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas utiliser l'instruction delete qui ferait double emploi. Je n'avais pas encore donné la définition de la méthode compare. Cette méthode compare la date courante avec laquelle elle est appelée et une instance de date dont on passe la copie en paramètre. Donc, via le paramètre D. Le but de cette méthode compare est de retourner un entier négatif si la date courante est située chronologiquement avant la date désignée par D, un entier positif si la date courante est située chronologiquement après la date désignée par D, et si les deux dates sont identiques, cette méthode retourne 0. Je vous laisse lire, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour regarder ces quelques lignes de code qui font le job, mais je voudrais surtout profiter de l'occasion pour introduire la notion de référence. Ici, le paramètre de la méthode compare est une instance de date. Dans cette variante, ce paramètre est une référence à une date, donc qui se note comme ça avec le « et » commercial. Une référence est en fait un pointeur caché. C'est-à-dire que quand on va appeler compare, on va le faire exactement avec la même syntaxe que si on appelait la première variante, mais en réalité, ça va être un pointeur sur une instance de date qui va être passée en paramètre, ce qui permet d'avoir l'efficacité du pointeur parce que
au lieu de recopier toute une instance de date, on va juste recopier son adresse dans la variable de méthode qui constitue le paramètre D. Mais sinon, le code est exactement le même et ça s'emploie de la même manière. Alors je ne vais pas faire un cours complet sur cette notion de référence, je me contente juste d'introduire ici le concept parce que j'en aurai besoin un peu plus tard. Le mot const utilisé ici signifie simplement que si on passe en paramètre à la méthode compare une variable par référence, la variable passée en paramètre ne sera pas modifiée, ne pourra pas être modifiée par cette méthode compare. Voici un exemple d'appel de cette méthode avec une première date désignée par une variable D1 de type pointeur sur date et qui pointe une instance de date située dans le tas, et une variable D2 de type date qui désigne une instance de date située dans la pile. Comme D1 est de type pointeur, on utilise la flèche pour appeler la méthode compare, et comme D2 est de type date, on utilise directement le nom D2, et c'est exactement la même manière d'appeler compare, qu'il s'agisse de la variante avec passage par valeur d'une instance de type date, ou de celle avec le passage par référence. À présent, nous allons aborder la représentation en mémoire des tableaux, ainsi que la manière dont on peut créer et évidemment aussi détruire des tableaux à une dimension en langage C++. Alors maintenant, pour introduire la manière d'utiliser, de créer des tableaux à une dimension, je vais repartir de ce que j'ai déjà, à savoir une classe date, et comme ça je vais pouvoir créer des tableaux d'instances de date. Mais j'ai quand même besoin d'ajouter quelque chose à ma classe date, un constructeur par défaut, donc qui ne prend pas de paramètres. Bon, arbitrairement, ce constructeur par défaut va initialiser une date au 1er janvier 1900. Après avoir défini ce constructeur, je peux créer, par exemple dans la pile, un tableau de 3 cellules contenant chacune une instance de date. Voilà la syntaxe pour le faire, et voilà la manière dont le tableau va être représenté dans la pile. Pour créer un tableau dans le tas, je vais utiliser l'instruction new, et puis cette notation qui demande la création, en l'occurrence, d'un tableau dont chacune des cellules, qui sont au nombre de 3, va contenir une instance de date. Et l'adresse de ce tableau, je vais la placer dans une variable tab2 de type pointeur sur date, qui, elle, sera stockée dans la pile. Puisque ce deuxième tableau a été créé avec new et est situé dans le tas, je ne dois pas oublier à un moment ou à un autre, mais avant la fin du programme, de le détruire avec une variante de l'instruction delete adaptée à la destruction des tableaux. Alors que tab1 étant dans la pile, il sera, comme toute variable située dans la pile, détruit de manière automatique. Nous allons voir maintenant comment on peut utiliser l'opérateur d'assignation, qui se note égal, pour copier le contenu d'une instance de classe dans une autre, évidemment de la même classe. Ici, nous avons un tableau de 3 instances de date situées dans le tas. Et nous avons une variable D contenant une instance de date et qui est située dans la pile. Eh bien, en utilisant tout simplement l'opérateur égal qu'on appelle l'opérateur d'assignation et qui est défini de manière implicite dans la classe date, je peux très facilement recopier dans la première cellule du tableau le contenu de la variable D.
Et je peux même recopier dans une cellule de tableau contenant une instance de date, mais de la même manière, j'aurais pu le faire dans une variable contenant une instance de date, une date anonyme et temporaire créée par un appel direct sans new au constructeur de la classe date. À présent, nous nous attaquons au plat de résistance. On va parler de bonnes pratiques de programmation, en particulier en matière de destructeurs. Quand est-ce qu'il est nécessaire de définir un destructeur ou quand est-ce qu'on peut se contenter du destructeur implicite d'une classe. On va parler aussi de la nécessité ou pas de redéfinir le constructeur en copie des classes qu'on est amené à définir. Et puis on va également aborder la problématique de la redéfinition de l'opérateur d'assignation qui peut s'avérer parfois nécessaire. Maintenant, on va s'intéresser à des cas un tout petit peu plus compliqués, en commençant par une classe période qui représente une période avec une date de début et une date de fin. Dans cette première version de la classe période, début et fin sont des instances de date. On a un constructeur par défaut, un constructeur permettant de créer une instance à partir d'une date de début et d'une date de fin connue, et puis une méthode d'affichage. Le constructeur recopie simplement l'instance de date début passée en paramètre dans la variable d'instance début. Et comme la variable d'instance début porte le même nom que le paramètre, eh bien j'utilise this qui désigne l'adresse de l'instance courante pour lever l'ambiguïté. Je fais la même chose, donc, pour assigner la date de la fin de la période. Voici l'anatomie d'une instance de période. C'est une instance que je vais qualifier de monolithique, c'est-à-dire qu'elle représente dans la mémoire un seul bloc. Ce bloc mémoire est d'un seul tenant, il est créé en une seule fois et il sera détruit en une seule fois. Comme toutes les données associées à une instance de période sont regroupées dans un même bloc mémoire, le destructeur implicite de la classe période est tout à fait suffisant pour pouvoir détruire une instance de la classe période. Alors on va faire un petit test pour se persuader que cette instance a une anatomie qui correspond bien au dessin vu précédemment. Ce petit test consiste à afficher d'abord la taille exprimée en octets d'une donnée de type int, c'est-à-dire d'un entier. Puis la taille exprimée en octets d'une instance de date, puis la taille d'une instance de période. Et lorsque j'exécute ce code, cette petite fonction test, j'obtiens 4, 12 et 24. Un entier est représenté sur 4 octets. Une date constituée de 3 entiers a donc une taille de 12 octets. Et une période qui est constituée de 2 dates a donc une taille de 24 octets. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant et qui va nécessiter toute votre attention. Dans cette deuxième variante de la classe période, cette fois-ci, les variables d'instance début et fin contiennent des pointeurs sur des instances de date. Et le constructeur accepte en paramètre lui aussi des pointeurs sur des instances de date. L'anatomie d'une instance de date avec cette nouvelle implantation est tout à fait différente de celle du cas précédent, puisqu'on a maintenant ce qu'on peut appeler un socle, c'est-à-dire l'instance par elle-même qui peut être située dans la pile ou dans le tas. Et ce socle comporte les deux variables d'instance début et fin qui
contiennent des adresses qui désignent respectivement deux instances de la classe date qui, elles, seront toujours situées dans le tas. Pour obtenir une instance ayant cette forme-là, se présentant de cette manière-là dans la mémoire, le constructeur de la classe période est défini comme ceci. Ce constructeur crée deux blocs mémoire et fait en sorte que ces deux blocs contiennent des copies des instances de date début et fin dont les adresses sont passées en paramètres. Ces copies sont obtenues par appel du constructeur en copie implicite de la classe date, constructeur qui est produit automatiquement par le compilateur. Et comme ce constructeur en copie prend en paramètre la référence d'une instance de date et que nous disposons de pointeurs sur des instances de date, on utilise l'opérateur étoile, parfois appelé opérateur de dépointage, pour désigner l'instance pointée. Voici maintenant la définition de la méthode print, donc la méthode d'affichage de la classe période qui fait appel à la méthode d'affichage de la classe date. Je n'insiste pas, il n'y a pas de grosses difficultés à ce niveau-là. Et voici maintenant un exemple d'utilisation qui est extrêmement important parce qu'il va faire apparaître un problème. Examinons ligne par ligne cet exemple. On crée dans la pile deux variables, D1 et D2, de type date. Ces variables contiennent des instances de date qui ont été créées par le constructeur de la classe date. Ensuite, on crée dans la pile une instance de la classe période initialisée à partir des dates D1 et D2. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, cette instance est constituée d'un socle qui contient deux variables d'instance contenant chacune l'adresse d'un bloc mémoire situé dans le tas. Et ces deux blocs mémoire, en fait, sont des copies, en quelque sorte des clones, des instances qui sont contenues dans les variables D1 et D2. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Mais lorsque l'exécution de cette méthode test se termine, les destructeurs des classes date et période sont appelés automatiquement. Pour les instances de date qui sont dans la pile, il n'y a pas de problème. Mais le destructeur par défaut de la classe période détruit le socle, détruit l'instance de période par elle-même située dans la pile, mais ne détruit pas les blocs mémoire pointés par les variables d'instance début et fin. Et donc on a une fuite mémoire. Pour éviter cette fuite mémoire, nous sommes obligés d'ajouter à la classe période la définition d'un destructeur explicite. Ce destructeur explicite va forcément faire de manière implicite ce que fait le destructeur implicite, mais on va pouvoir ajouter des choses en plus dans ce destructeur explicite et on lui demande en fait de détruire les deux blocs mémoire désignés par les variables d'instance début et fin. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, avec la configuration que nous avions en mémoire et qui était celle-ci juste avant la fin de l'exécution de notre méthode de test, eh bien cette fois-ci, nous n'aurons plus de fuite mémoire et tout va bien se passer. Mais il y a quand même un problème qui peut se produire si on est dans la situation suivante. Je crée une nouvelle instance de la classe période dans la pile.
Cette instance va être créée avec le constructeur par défaut de la classe période, mais ça c'est relativement anecdotique. En tout cas, ma nouvelle instance désignée par P2 aura une ramification dans le tas qui sera constituée de deux instances de date créées par le constructeur par défaut de la classe date. Jusque-là, tout va bien. Et si j'arrêtais tout de suite l'exécution de ma méthode de test, il n'y aurait pas de fuite mémoire. Mais imaginez qu'il me vienne à l'idée, à un certain moment dans la méthode de test, d'écrire la ligne P2 égale P1. Eh bien, à l'exécution, cette ligne de code va utiliser l'opérateur d'assignation qui est défini de manière implicite dans la classe période pour recopier le contenu de la variable P1, c'est-à-dire ceci, dans la variable P2, c'est-à-dire ici. Et ce qui va se passer, c'est que on a ce qu'on appelle une copie superficielle. La variable d'instance début de P1, qui contient un pointeur sur ce bloc mémoire situé dans le tas, va être recopiée dans la variable d'instance début de P2, et donc, évidemment, il va se passer la même chose pour la variable d'instance fin, et finalement, l'instance de période contenue dans P2 va pointer exactement sur les mêmes blocs mémoire que ceux désignés par les variables début et fin de l'instance de période contenue dans P1. Et ça, c'est très embêtant parce que au moment où cette méthode test va terminer son exécution, ce qui va se passer, c'est que les variables D1 et D2 vont correctement être détruites. Par contre, lors de la destruction de la variable d'instance P1, eh bien, les deux blocs pointés par cette instance vont être détruits une première fois et ils vont être redétruits une deuxième fois, ce qui est absolument pas bon, lors de l'appel du destructeur de la variable P2. Résultat des courses, non seulement on aura deux blocs mémoire détruits deux fois, c'est ce que j'appelle un accident mémoire, et il faut surtout que ça ne se produise jamais, mais en plus on aura une fuite mémoire, puisque les deux instances de date initialement pointées par les variables d'instance de P2, eh bien, eux n'auront jamais été détruits. Donc ça ne va pas du tout. Et pour éviter ce genre de catastrophe, il nous faut redéfinir l'opérateur d'assignation égale pour la classe période. Mais alors, avant de faire cette redéfinition, regardons déjà comment se comporte l'opérateur égal implicite de cette classe période, celui qui est automatiquement produit par le compilateur et qui réalise une copie superficielle. Eh bien, voyez, si x et y désignent des instances de période, l'assignation x égale y est équivalente à l'appel x.operator égale de y. Et cette méthode opérator égale est définie de manière implicite de la manière suivante. Elle prend en paramètre une référence à une instance de période et elle fait une copie superficielle, c'est-à-dire qu'elle recopie le contenu de la variable d'instance début de la période référencée en paramètre dans la variable d'instance début de l'instance courante de la classe période, c'est-à-dire la destinataire de l'assignation. La même chose se produit pour les variables d'instance fin de l'origine de l'assignation et de sa destination. Je ne m'attarde pas sur le return étoile 10 parce que
le fait que l'opérateur égal retourne une valeur est une spécificité un petit peu bizarre du langage C++, qui vient d'ailleurs du langage C et qui n'intervient pas dans notre problème actuel. Donc je préfère pour l'instant ne pas m'étendre sur cette question particulière. Je vous invite à faire des recherches sur le sujet si vous êtes intéressé. Alors maintenant, voilà comment nous allons réécrire cet opérateur égal. Le nouveau code que je propose d'utiliser est le suivant. Au lieu de transférer le contenu de m.début, m désignant la source de l'assignation, dans la variable d'instance début de la destination de l'assignation, eh bien on va transférer le contenu du bloc mémoire pointé par m.début dans le contenu du bloc mémoire pointé par début. Donc au lieu de transférer les adresses, on va transférer les contenus pointés par ces adresses. Reprenons maintenant l'exemple de tout à l'heure avec mes deux périodes P1 et P2 situées dans la pile mais comportant des ramifications dans le tas. Et regardons ce qui se passe lorsque j'effectue P2 égale P1. Eh bien, cette fois-ci, P2 pointe toujours les deux mêmes instances, en tout cas les deux mêmes blocs mémoire que précédemment, qu'avant l'assignation, sauf que les contenus des blocs mémoire qui sont pointés par début et fin de l'instance P1 ont été transférés dans les deux blocs mémoire désignés par les variables d'instance début et fin, donc de P2. Et lorsque cette méthode test va terminer son exécution, tout ce qu'il y a dans la mémoire, dans la pile et dans le tas va être parfaitement détruit et donc on est content et on peut se dire que cette fois-ci, on peut à peu près faire tout ce qu'on veut avec notre classe et qu'on ne va pas provoquer de fuite mémoire et d'accident mémoire. Eh bien, pas du tout. Il reste encore un problème. Et ce problème est le suivant. Lorsque j'écris, après avoir défini et initialisé une variable de type période nommée P1, lorsque je définis une nouvelle variable de type période nommée P2, également dans la pile, et que j'assigne P1 à P2, eh bien en réalité ce signe égal qui apparaît là, ce symbole égal, ne représente pas un appel à l'opérateur d'assignation, mais c'est un appel au constructeur en copie de la classe période. Et comme il s'agit ici du constructeur en copie implicite, puisqu'on n'a pas redéfini jusqu'à maintenant de constructeur en copie pour la classe période, eh bien ce constructeur en copie réalise une copie superficielle avec pour résultat eh bien, le mapping mémoire que vous avez ici, à savoir que P1 et P2, du moins leurs variables d'instance début et fin, pointent les mêmes instances de date dans le tas, ce qui va donc provoquer un accident mémoire, comme on l'a vu tout à l'heure, à savoir que ces instances seront détruites deux fois au moment de l'appel des destructeurs P1 et P2. Alors devinez ce qu'il faut faire pour éviter ce problème, je vous le donne en mille, eh bien il faut redéfinir le constructeur en copie de la classe période en faisant en sorte qu'au lieu de faire une copie superficielle comme il le fait dans sa version implicite, il crée de nouvelles instances de date dans le tas qui contiennent elles-mêmes des copies des instances désignées par les variables d'instance début et fin de la période qui nous sert de modèle pour la construction de l'instance de période courante. Avec ce nouveau constructeur en copie, eh bien, lorsqu'on effectue
période P2 égale P1, le constructeur en copie va créer deux nouveaux blocs mémoire pour les raccrocher à l'instance P2 en cours de création et va recopier dans ces deux nouveaux blocs mémoire, grâce à l'appel du constructeur en copie implicite de la classe date, donc va recopier dans ces deux blocs mémoire le contenu des blocs mémoire qui représentent les instances début et fin de la période désignée par P1. Du coup, lors de la destruction de tout ce petit monde à l'issue de l'exécution de la méthode test, eh bien toute la mémoire va être correctement recyclée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile.